En 1970, le colonel Nasser, président d'Égypte, meurt. Alors je rappelle que j'ai fait une vidéo déjà sur ce personnage, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. En tout cas, il faut retenir que Nasser a été un personnage central qui a eu une très grande influence sur les Arabes, et donc être le successeur de cet homme, sans se couvrir de ridicule, c'est une gageure. Alors ce successeur, personne ne le connaît. C'est un militaire. Ses ennemis pensent qu'ils ne vont faire qu'une bouchée de lui, et pourtant il parvient à écarter ses rivaux, il s'impose à la surprise générale, et il est élu par le peuple en octobre. Cet homme, qui vient de sortir de l'ombre, va faire énormément parler de lui pendant une décennie. Aujourd'hui, concentrez-vous, nous allons nous demander de quelle étoffe était fait Anwar el-Sadat. Alors, la première chose que va faire Sadat, c'est virer les soviétiques. Alors attends, parce que déjà ça commence mal. L'Égypte est dans le camp soviétique pendant la guerre froide. Et je croyais que Nasser était un non-aligné. Oui, il a peut-être voulu nous faire croire ça, mais tu peux oublier, hein, rester neutre pendant la guerre froide, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. En réalité, Nasser, même s'il ne le dirait peut-être pas comme ça, appartient au bloc soviétique. La preuve, c'est que des Russes en Égypte, il y en a partout. Ils sont conseillers militaires, ils sont ingénieurs en industrie, ils sont conseillers logistiques pour le canal. Et ce sont eux surtout qui conduisent les grands projets qui vont faire la fierté de Nasser. Au premier rang desquels il faut mettre l'énorme barrage d'Assouan, dont on avait déjà parlé. Donc les soviétiques sont en Égypte, et j'ai envie de dire c'est pas plus mal. Ils ont contribué à construire l'Égypte puissante du colonel Nasser. Mais du côté du peuple, leur présence n'est pas toujours bien supportée. Leur barrage, il est super, mais il a quand même inondé 500 000 hectares. Leur présence dans les villes est mal vue. C'est quoi cette élite blanche, quasi coloniale, au niveau de vie supérieur à celui des citadins? Et puis les conseillers militaires, eux, dont l'armée est remplie, hein, sont de plus en plus impopulaires depuis 1967. Oui, ils sont à la pointe et pourtant ils n'ont pas pu empêcher le désastre de la guerre des 6 jours. Voilà, donc on est prompt à reporter sur eux la responsabilité de la guerre. Comme en plus l'URSS a des retards dans les livraisons d'armes, Sadat décide, un beau jour, de les expulser de façon musclée. On est en 1972, 20 000 conseillers militaires soviétiques expulsés. Ça fait de la place. En fait, si tu veux, il est en train de réserver aux Russes le même sort que Nasser, son prédécesseur, avait réservé aux Britanniques. Donc, en faisant ça, pas de doute, il est vraiment le nouveau Raïs. Mais bon, tu sais comment fonctionne la guerre froide, on ne reste jamais neutre bien longtemps. Quand on s'auto-exclut comme ça du camp soviétique, ça veut dire que, fatalement, on risque de se rapprocher des États-Unis. Je rappelle, on l'avait vu dans l'épisode sur Nasser, que les Égyptiens ont perdu la guerre des 6 jours, en 1967. Et là, ils ne rêvent que d'une seule chose, prendre leur revanche. Sadat sait très bien que sa légitimité va dépendre de sa capacité à donner au peuple cette guerre qui l'attend. Alors comment va-t-il réagir? Il va faire des discours, en prétendant que, je cite, l'année 1971 sera l'année décisive. Donc là, les Égyptiens, quand ils entendent ça, là, ils sentent venir la castagne, ils commencent à s'échauffer les articulations. Mais voilà, l'année 1971 s'écoule tranquillement et on arrive en décembre, pas de guerre à l'horizon. Alors Sadat va rectifier son discours, il dit ok, j'ai zappé, c'est qu'en fait c'est l'année 1972 qui va être décisive, vous allez voir, faites-moi confiance, sauf que l'année 72 va pas être beaucoup plus mouvementée que celle de 71, pas une excursion, pas un coup de baïonnette, pas un mort, même pas une bataille de polochon, rien. Sadat va être obligé de se justifier. Tu comprends, il y a du brouillard sur le canal, on n'y voit rien. Tu comprends, là, il y a trop de soleil, on va être ébloui. Ouais, enfin je crois que là c'est parce qu'il a pas envie de faire la guerre en fait. Ouais, il semblerait qu'il lui manque la motivation. Il a peur de la perdre, cette guerre. Alors je rappelle qu'il n'a plus l'appui des conseillers militaires soviétiques, hein. Son armée, elle est décapitée. Et de toute façon, l'armée égyptienne est une guenille comparée à Israël. Mais il peut pas indéfiniment annoncer la guerre sans jamais la faire. Oui, en fait, il va la faire, mais il veut qu'on lui laisse le temps de se préparer. Il met à la retraite les généraux de la guerre des 6 jours, par exemple. Il rehausse le mur de sable qui bloque l'accès au canal. Il achète des armes à Tito. Il demande à la Syrie d'attaquer en même temps que lui. Il se procure des lances à eau pour créer une brèche dans la ligne Barlef. La ligne Barlef, vous savez, c'est cette ligne de fortification qui longe la côte israélienne du canal. Tout ça cumulé, ça prend du temps.
En tout cas, le 6 octobre 1973, tout est prêt. La guerre va commencer. Je sens qu'ils vont encore se faire rétamer. Comment ça? Israël est imbattable. Ils se sont fait rétamer en 48, en 56, en 67. Bon, tu comprends qu'au bout d'un moment, dans ton histoire, il y a une perte de suspense. Bon, oui, d'accord, mais Israël, lui aussi, a pâti de ces tergiversations. Mets-toi un peu à sa place, il se préparait à une attaque en 71. Rien ne s'est passé. Il se préparait à une nouvelle attaque en 72. Rien ne s'est passé. À chaque fois, il doit lui aussi nourrir de lourds effectifs, il doit entretenir le matériel, recruter, rester constamment en veille, tracter avec les Américains. Tout ça, c'est coûteux et pénible. En 73, il se dit, bon, visiblement, ça date, il doit être en train d'attendre que les munitions tombent du ciel, et a priori, il n'attaquera jamais, parce que je suis désolé, sur certaines photos, il ressemble plus à un papy qui va organiser une chasse aux œufs de Pâques qu'au fossoyeur de l'État juif. Le 6 octobre 1973, le jour de l'attaque, la ligne Barlef n'a que 600 soldats pour la défendre. C'est dire la lassitude et l'impréparation d'Israël. D'autant que le 6 octobre, c'est la fête du Yom Kippour chez les juifs, et c'est pendant le Ramadan chez les musulmans. Donc, les deux peuples sont un peu distraits. Ce sont des jours de jeûne, de baisse de travail. Attaquer ce jour-là, c'est rechercher un effet de surprise. Cet effet de surprise fut réussi. Les Égyptiens franchissent le canal très rapidement. Ils transpercent la ligne Barlef, ils suppriment les sentinelles. Dans le même temps, les Syriens, qui sont leurs alliés, envahissent le plateau du Golan, écrasent les 180 chars d'assaut qui leur font face et prennent position sur le mont Hermon, au nord d'Israël. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Israël est sidéré. Sidéré par la soudaineté et la violence de cette agression. Et il lui faut combien de temps pour envoyer l'armée? Il faut une quinzaine d'heures à peu près. En tout cas, c'est le temps qu'il lui faut pour envoyer ses unités contre les Syriens. Les Syriens sont plus proches que les Égyptiens du cœur d'Israël, Jérusalem. Ils parviennent à les arrêter avant que les Syriens ne touchent les rives du lac de Tibériade. Et là, c'est le début d'un combat acharné qui va durer jusqu'au 22 octobre, date à laquelle le mont Hermon va être récupéré par les Israéliens. Et au Sinaï? Au Sinaï, c'est très différent. Sadat va décider de camper sur ses positions. Quoi? Il n'en profite pas pour avancer vers Israël? Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est cassé une jambe? Il campe. Voilà, faut attendre le 14 octobre pour qu'il se décide à bouger ses fesses et à organiser une attaque de chars, qui sera d'ailleurs une erreur tactique catastrophique. La division d'infanterie conduite par Ariel Sharon, côté israélien, va finir par passer dans les mailles de son filet, poursuivre sa route vers l'ouest, franchir le canal dans l'autre sens et attaquer Ismaïlia, en Égypte. Apeuré, Sadat va demander un cessez-le-feu avant même de consulter les Syriens. Du point de vue des Syriens, et en particulier de Hafez el-Assad, Sadat s'est comporté de façon scandaleuse. Non seulement en refusant d'attaquer, il a laissé les Syriens porter la quasi-totalité de l'effort de guerre, mais en plus, il abandonne la guerre beaucoup trop tôt, forçant la Syrie à conclure elle aussi un cessez-le-feu qui ne l'arrange pas du tout. Alors, Sadat est-il un lâcheur? Est-il un trouillard? On va voir qu'il met pas mal de mauvaise volonté dans les relations qu'il a avec ses alliés. Donc j'avais raison, Israël a gagné une nouvelle fois. Ça valait bien le coup de me mettre le doute. Mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Pourquoi Sadat s'est arrêté après avoir franchi le canal? Vaste question. Il semblerait que Sadat ne cherchait pas vraiment à gagner cette guerre. De toute façon, l'Égypte n'avait pas les capacités financières de mener une guerre longue et il devait savoir que, in fine, il aurait sûrement perdu. Ce qu'il voulait, c'était prouver que les Arabes sont capables de mener une guerre moderne. Il a montré des radars sophistiqués, des missiles antiaériens. Oui, c'est vrai, Israël a gagné, mais le 6 octobre 1973, l'espace de 24 heures, Israël a paniqué. Les Israéliens possédaient le canal de Suez et le Sinaï, et ils s'aperçoivent maintenant qu'il était en pratique très difficile de les défendre. Cette attaque surprise, c'est un succès psychologique, à tel point que pendant les négociations, Sadat parvient à récupérer le canal de Suez qui rouvre en 1975. Et le canal, c'est pas rien. C'est 10 milliards de dollars pour l'économie mondiale, c'est 100 millions de livres pour l'Égypte. Après le canal, c'est au tour du Sinaï d'être récupéré lors des accords de Camp David en 1978. Le diplomate copte, Boutros Ghali, y réalise alors quasiment l'œuvre de sa vie. Le Sinaï est rendu à l'Égypte. Et cette date, les accords de Camp David, c'est un moment historique. Pour la première fois, des chefs d'État arabes acceptent de s'asseoir à la table des négociations avec Israël. Et c'est ça la raison de la célébrité des accords de Camp David, beaucoup plus que leur contenu. Parler avec Israël en termes diplomatiques, cela signifie reconnaître son existence, tout simplement. Ce qui n'avait jamais été fait par aucun pays arabe depuis 1948. Cela le place ipso facto dans le camp des alliés des États-Unis. Ces accords
sont un soulagement pour Israël qui voit enfin l'horizon d'une reconnaissance légale de leur État par les Arabes. Je rappelle que Nasser était un dirigeant socialiste. Cela signifie qu'il conduisait des réformes socialistes. D'abord les fameuses réformes agraires, qui étaient une atteinte temporaire aux droits de propriété privée. Il enserrait les terres agricoles dans un maillage de coopératives très contraignant, ce qui accroissait la bureaucratie. Sadat va prendre le contre-pied total de cette politique. C'est ce qu'on appelle l'intifa, l'ouverture, ou l'ouverture aux capitaux en fait. D'une certaine manière, Sadat veut en finir avec le socialisme nassérien. Donc pour commencer, il va défaire carrément les réformes agraires de Nasser, c'est-à-dire qu'il va indemniser les anciennes élites rurales, traditionnelles, que Nasser avait appauvries, et il revient sur les droits acquis par les autres, en matière de propriété, d'aide matérielle. En cas de contestation par les anciens, les nouveaux propriétaires sont expulsés. À côté de ça, il incite les investisseurs privés à participer au développement du pays, qu'ils soient égyptiens ou étrangers. Il leur donne des garanties contre toute nationalisation, ce qui est leur plus grosse crainte dans un pays socialiste. Il crée une banque internationale pour les accueillir, et des zones franches, comme Port Saïd ou Suez. Mais dans le même temps, Sadat est confronté à une inflation très grave. Et pourquoi il y a une inflation comme ça? C'est pour des raisons démographiques. Le pays surconsomme, la population augmente à une vitesse folle. Les Égyptiens font plein d'enfants, tandis que la production stagne à cause des effets pervers du socialisme nassérien, qui avait découragé les investissements. Pas assez d'offres et trop de demandes, ça fait grimper les prix. Pour faire baisser cette inflation, Sadat donne des subventions sur les prix pour que le pain, les fèves, le gaz, le thé, le sucre, bref, les produits de première nécessité en fait, restent à des prix accessibles aux plus pauvres. Ces prix garantis endettent l'État. Il l'endette énormément, d'autant que Sadat est un très mauvais gestionnaire. Il est tellement endetté qu'au bout d'un moment, recevant des injonctions du FMI, il finit par ajouter de nouveaux impôts indirects et même par retirer ses subventions. Donc forcément, dès qu'on retire les subventions, tous les prix explosent, du jour au lendemain. Et en janvier 1977, le peuple est dans la rue. C'est ce qu'on appelle les émeutes du pain. On pille les cinémas, les restaurants, on incendie les autobus, on dresse des barricades. Le Raïs rétablit l'ordre avec brutalité, il fait arrêter 1 millier de personnes en visant tout particulièrement les organisations marxistes. Une islamisation du droit a lieu sous Sadat. La charia est réintroduite comme source de la législation dans le pays. Donc ça veut dire que désormais la décision d'un juge pourrait s'appuyer aussi bien sur le code pénal que sur la charia. Et pourquoi il fait ça exactement? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Après la guerre des 6 jours, le panarabisme nassérien a perdu de son charme. L'islam supplée à ce besoin d'identité. Le pays donc se réislamise. Et je vais te dire, Sadat lui-même, il est touché par cette réislamisation. Il est prompt à manifester sa foi musulmane en public. Sadat semble penser que la charia, c'est un gage de justice économique, qui pourrait remplacer le marxisme. C'est aussi pour lui un gage de bon sens juridique. Il promeut une version réformiste de l'islam, une version qui existe depuis le 19e siècle et dont les frères musulmans, qui sont ses ennemis, ne doivent pas avoir le monopole. Alors, attention, on parle ici d'une charia conçue dans un sens assez souple. Certains principes de la charia sont intouchables, d'autres sont adaptables. Par exemple, Sadat légalise le divorce par la loi Jihan en 1979. Parce qu'il n'y a pas de divorce chez les musulmans? Disons que le droit de répudiation existait déjà pour les hommes, mais les femmes, elles, n'avaient aucun moyen de briser les liens du couple. Donc ici, c'est un rééquilibrage en faveur des femmes. Mais cette loi va être abolie sous Moubarak de toute façon. Remarquons aussi que Sadat fait libérer les frères musulmans emprisonnés et il laisse se reformer les associations islamistes, notamment dans les milieux étudiants, et cela va annoncer bien des tracas pour l'Égypte. Ce phénomène de réislamisation se heurte à la renaissance de la communauté copte dont j'avais parlé dans l'épisode sur Nasser. Et donc on va voir, et c'était fatal, des émeutes anti-coptes. Par exemple en 1981 dans une banlieue du Caire, qui va causer la mort de plusieurs dizaines de personnes. L'apogée de l'influence internationale d'Anwar el-Sadat a lieu en octobre 1977
lors de son célébrissime voyage à Jérusalem. Cette rencontre entre lui et Menahem Begin, le premier ministre israélien, est historique et leur vaudra à tous les deux le prix Nobel de la paix. Il y fait un long discours qui permet de se justifier de cette décision si étrange, cette décision de reconnaître l'existence d'Israël. Plutôt que de réveiller des haines du titre des croisades, nous devrions ressusciter l'esprit d'Omar el-Khattab et de Saladin, en d'autres termes, l'esprit de tolérance et de respect du droit, dira-t-il dans ce discours fameux. C'est qui Omar el-Khattab? Alors Omar, c'est le second calife de l'histoire, et donc le créateur, selon la tradition, du statut dhimmi, qui tolère les non-musulmans. Saladin, c'est un personnage des croisades. Il est connu notamment parce qu'il ne persécutait pas les chrétiens. Cette citation, donc, qui a été dite pendant ce fameux discours, lors du voyage à Jérusalem, elle a quand même quelque chose de choquant. Je vois pas trop où est le problème. Il montre des figures de tolérance, et il demande à ce qu'on s'en inspire. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose quand même d'un peu bizarre dans les mots qu'emploie Sadat. Omar, c'est le créateur selon la tradition du statut dhimmi, d'accord. Mais c'est surtout le calife qui prend Jérusalem avec son armée arabe en 637. Saladin, c'est aussi celui qui prend Jérusalem en 1187 contre les croisés. Donc on a envie de lui dire, Anouar, si tu veux ressusciter l'esprit d'Omar et de Saladin, commence par réunir une armée et emporte Jérusalem. Omar et Saladin exerçaient une tolérance, d'accord, mais dans le cadre d'une guerre de civilisation dans laquelle ils avaient choisi leur camp et qu'ils entendaient bien gagner. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a ici un contresens. En fait, ce qui anime Sadat, au fond de lui, ce n'est pas l'esprit de Saladin, comme il le dit. C'est beaucoup plus l'esprit de pacifisme, lequel est hérité d'une mentalité universaliste moderne, une mentalité qui vient de l'Occident. C'est nous, occidentaux, qui apprécions Sadat, et qui allons jusqu'à lui remettre un prix Nobel de la paix en 78. L'Occident apprécie d'ailleurs beaucoup cette rhétorique des prix Nobel de la paix, vous savez, ces grands discours de non-violence, dans la lignée de Gandhi, Martin Luther King, plus tard il y aura Nelson Mandela, surtout quand ces discours viennent de personnalités du tiers-monde, parce que ça donne l'impression que le pacifisme transcenderait les cultures. Les Nations Unies cherchent à imposer un certain modèle de paix universelle, et c'est ça qui transparaît dans le discours de Sadat. Mais les Arabes sont pas du tout de cet avis. Évidemment, du point de vue arabe, ce pacifisme est insupportable. Que reprochent-ils vraiment les Arabes à Israël? Israël s'est imposé par la conquête sur un territoire qui n'était pas le sien. Il y a greffé, au mépris de la souche préexistante, un nouveau peuple, qui s'est prévalu, lui, des mêmes droits que les autochtones. Il a fait entrer tous les pays arabes dans une crise. Oui, maintenant qu'Israël est là, les dirigeants des pays arabes se retrouvent en rivalité les uns avec les autres, dans l'affrontement avec Israël. Si un chef arabe perd contre les sionistes, il dégage. Si un chef arabe signe un accord avec les sionistes, il dégage. Désormais, la légitimité du pouvoir se mesure à l'aune de l'orgueil blessé des Arabes. Et au final, pour eux, cette décision de Sadat, c'est une trahison. D'ailleurs, des ministres démissionnent, des émeutes éclatent en Égypte. L'Égypte est même expulsée de la Ligue arabe. Sadat sera tellement débordé par les contestations qu'il doit durcir le régime et lancer une grande campagne de répression contre les communistes, les islamistes et même contre les coptes. Tout le monde y passe. Personne ne le soutient. On ne soutient pas celui qui a vendu notre honneur à Camp David. Et donc, Camp David, ça correspond au durcissement du régime égyptien, qui va prendre un caractère plus policier. En face, les islamistes vont décider de lancer une fatwa contre lui, exigeant son assassinat. Et petit à petit, on marche vers un drame. Ah, il va se faire assassiner. Ah bah oui. Et oui, il va le payer de sa vie. Le 6 octobre 1981, pendant qu'il commémorait la guerre du Kippour dans une parade militaire au Caire, un commando, qui répond au doux nom de djihad islamique égyptien, sort d'un camion de transport de troupes et déclenche une fusillade. On comptera ce jour-là 7 cadavres, parmi lesquels celui d'Anwar el-Sadat. Moubarak, son vice-président, qui est blessé à la main, décrète quant à lui l'état d'urgence. Mais était-il conscient qu'il était en décalage complet avec ce qu'attendaient les Arabes? En fait, Sadat n'agit pas ici en arabe, il agit en homme seul, isolé. Il a pris cette décision seul, il a fait son discours seul, il est revenu dans son pays seul, et les pays arabes maintenant vont le punir par un isolement diplomatique total. Au moment de la guerre du Kippour,
Sadat s'était montré veule et faucheton vis-à-vis de ses alliés, pour s'arranger de bonnes relations avec Israël. Ça annonce à la suite. Sadat, c'est quelqu'un qui joue solo, qui se désolidarise des Arabes. Et tu penses qu'il a eu raison de le faire? Ça, je dirais, c'est une question d'opinion. Alors, je vais te donner la mienne, mais ce n'est que mon opinion. Pour moi, il me semble que malgré tout, l'écrasante supériorité technologique et militaire d'Israël faisait que les dirigeants arabes sentaient au fond d'eux que ce moment, celui de la reconnaissance officielle d'Israël, devait arriver un jour. Le problème, c'est que ils ne sont pas tous sur un pied d'égalité, ces pays arabes. Il y a des chefs d'État arabes qui n'ont pas de frontières avec Israël, comme par exemple l'Irak de Saddam Hussein ou la Libye de Kadhafi. Alors pour eux, c'est facile de rester antisioniste toute sa vie et de condamner toute initiative de paix. Et puis, il y a les chefs d'État qui ont une frontière avec Israël et qui, tôt ou tard, ne serait-ce que pour la sécuriser, pour éviter que les défaites n'engendrent des coups d'État, vont avoir besoin de normaliser leurs relations avec Israël. Il y a 3 pays limitrophes. La Jordanie, du roi Hussein, la Syrie, de Hafez el-Assad, et l'Égypte, de Anwar el-Sadat. Il y a le Liban aussi. Ouais, alors on va mettre de côté le Liban, d'accord, hein? Déjà qu'il essaie de régler ses problèmes internes, ça sera déjà super. Donc, 3 chefs d'État qui sont en rivalité dans leur relation à Israël. Et la question c'est, lequel va céder le premier? Lequel va flancher en premier? Sachant que le premier devra essuyer les invectives et les crachats de toute la communauté des pays arabes, y compris des 2 autres. Celui qui va faire le premier pas, c'est celui qui aura assez d'humilité pour endurer la honte et l'isolement qui va en résulter. Mais d'un autre côté, il va offrir l'exemple d'un précédent, ce qui va permettre aux 2 autres de l'imiter plus tard avec moins de honte. Comparé au roi Hussein et à El-Assad, Sadat, c'est quelqu'un qui montre beaucoup d'humilité. Cet homme est pétri de religion. Du temps qu'il était officier libre, il a passé de nombreuses années en prison dans les années 40. Et dans sa cellule, il semble avoir connu une certaine expérience mystique. Alors je vous laisse mettre pause si ce texte vous intéresse, ce texte qui a été écrit par Sadat et qui fait référence à cette période de sa vie, mais on sent chez Sadat une foi personnelle, mystique. C'est comme ça fait partie du personnage. Ce qu'il fait, il le fait parce qu'il pense sauver des vies humaines à l'avenir, et en particulier des vies égyptiennes. Il le pense sincèrement, il propose une porte de sortie au problème d'Israël, tout imparfaite que cette porte soit. Alors on serait tenté de l'accuser de naïveté, mais Sadat il n'est pas si naïf que ça. Il sait que faire la paix avec Israël va le mettre dans un tel isolement qu'il devra se jeter dans les bras des États-Unis, avec qui il a conclu une alliance en 1976. Il sait qu'il va se faire traiter au passage d'agent de l'impérialisme américain. Il va s'en prendre plein la figure, c'est certain. Mais il le fait quand même. Toute cette guerre qui dure depuis 1948 et qui continue actuellement, ce n'est pas juste une chicane, c'est une lutte à mort. Le monde arabe veut anéantir Israël, c'est tout. De jure, Israël n'existe pas puisqu'il n'a aucune légitimité. Mais pourtant, de facto, Israël existe. Et visiblement, il ne va pas bouger d'ici pour des siècles. Au-delà des blessures, il y a une frontière entre le droit et le fait. La guerre dure depuis 30 ans parce qu'il y a une incapacité totale à dépasser ça. Comment créer un espace de discussion si ces États n'acceptent même pas de reconnaître simplement leur existence? Eh bien, pour la première fois depuis 30 ans, un homme a essayé de faire évoluer cette situation. Ce choix va introduire une sorte de divorce entre le raïs et le peuple. Je l'ai dit, juste après l'assassinat, Moubarak a décrété l'état d'urgence. Cet état d'urgence, il n'est toujours pas levé aujourd'hui. Camp David, c'était un sacrifice pour la pacification du Moyen-Orient, mais il va déboucher paradoxalement sur un renforcement de l'autoritarisme en Égypte. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu ou un commentaire, abonnez-vous, rejoignez-moi sur mes réseaux, Facebook, Twitter, Telegram, et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode, ce sera avec plaisir.